Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 29 septembre 2025. On s'embarque ce soir à la recherche de l'offre politique de l'opposition face à celle que propose la mouvance. La mouvance représentée par Romiad Wadani et Mariam Chabi Talata qui prône la continuité avec en sous-bassement le bilan du président Patrice Talon. Silence radio, sinon rien à se mettre sous la dent du côté de l'opposition. L'actualité qui est celle du camp opposé fait état des critiques, des dénonciations, des suspicions, des menaces, mais aussi des adhésions. Le parti, les démocrates par exemple, n'est toujours pas parvenu à dégager son duo de candidats à même d'apporter la réplique nécessaire au camp de la mouvance. Mais le parti de Boni Yayi s'affaire activement à cet effet. Nous apprendons, on examine alors dans nos élaborations de ce soir ce que l'opposition propose aux Béninois pour les appâter. En plateau ce soir, deux confrères, à commencer par ma droite, Ama Videgla. Ama, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venu sur le plateau de l'info. Continue, vous êtes en face de Aziz Adam Souley. Aziz Adam Souley, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. On se demande qu'est-ce que l'opposition propose aux Béninois pour 2026. Sans doute beaucoup de choses pour 2026, notamment à commencer par, on va dire, ces primaires qu'ils, on va dire, font l'effort de se conformer à la loi, notamment avec cette commission-là qui travaille d'arrache-pied depuis quelques jours déjà. On sent que c'est déjà la veille d'âme, en tout cas à ce niveau. Il propose beaucoup de choses, sauf que dans ce qu'il propose, puisque vous parliez tantôt d'offres politiques, c'est là justement nous nous interrogeons tous, parlant de ces offres politiques-là. Alors, je disais tantôt que au-delà de tout ce qu'on peut leur reprocher, ils ont quand même eu ce mérite-là, quand même, de chercher à lancer. On a pu voir entre hier et aujourd'hui ce communiqué-là qui circule demandant à ceux-là désireux de s'inscrire et de participer à ces différentes élections, de venir apporter leur dossier. Bon, c'est tant mieux. Ça permet de faire un tri possible et de pouvoir peser les pour et les contre et surtout les listes de candidatures qui peuvent véritablement faire face à leurs amis d'enfance, notamment le tandem Wadani et Talata. Par rapport à l'offre politique, on va y revenir en détail, mais jusque-là, peut-être, je le dis souvent, c'est une stratégie politique, mais comme je le dis, on gagne, le temps s'en va. On verra l'impact du temps parce que le temps c'est un autre nom. C'est un autre nom de la politique, en tout cas pour la période que nous traversons. Avez-vous, vous, Armand Videgla, vous avez-vous connaissance de l'offre politique de l'opposition par hasard? Moi je ne me dédie jamais, je ne vois absolument rien. Ah bon? En matière d'offre politique. Ce que nous avons eu il y a quelques jours, et c'est aussi selon tout ce que nous avons dit sur ce plateau par rapport à la transparence tant prônée par le président du parti. Nous avons la création de commissions, ce qui est quand même bien. Nous avons l'appel à candidature, ce qui est quand même bien, mais le problème, c'est un problème de délai. Oui. Un problème de délai. On ne peut pas être dans l'opposition et depuis 5 ans, on sait qu'on va participer à une élection. Depuis 5 ans, à partir de 2021. Sinon, disons 10 ans depuis 2016. Voilà. Non, je mets ça à 5 ans. Oui, c'est pour se dire que bon, la dernière élection présidentielle à la date d'aujourd'hui, c'est celle de 2021. Je ramène ça aussi le jour où la Sénat a lancé le chronogramme. Vous voyez? Et depuis, absolument rien. Et à quelques jours du dépôt de candidature, notamment pour l'élection présidentielle, et à je crois, hier, on était le 28, et le 15, ça fait 17 jours pratiquement. Donc, à 17 jours, on lance un appel à candidature, et au 4 octobre, pratiquement 6 jours, et vous constatez que c'est à quelques 9 jours je crois, de la ou non, à quelques 11 jours. 11 jours du dépôt de candidature pour la présidentielle notamment, que le délai prend fin au niveau du parti Les Démocrates, par exemple. Ceci pose
poser un problème. Vous vous interrogez. Mais je m'interroge. Mais Aziz estime que c'est une stratégie politique sans doute. Est-ce que vous voyez de la pertinence dans cette stratégie politique? Vous avez parlé de l'offre politique. L'offre accompagne l'action, ou l'action accompagne l'offre. Oui, les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Et vous voyez que l'action politique que les gens posent pose un problème à nous. Et on se dit, mais comment est-ce que les gens ont un timing comme ça et c'est à 11 jours qu'on met le délai? Donc, en réalité, on constate que c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Les gens, bon, ou bien on inocule de la morphine aux gens pour les endormir et avec leur affidé, ils essayent de faire quelque chose pour montrer en réalité qu'ils font le jeu de la transparence. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que l'offre politique au niveau de l'opposition traîne à venir? Si tant qu'on ne connaît pas encore, je dirais, le candidat, on peut se dire que, bon, le contenu, cette offre-là, on pouvait déjà commencer par nous la miroiter depuis, non? Il faut que vous ayez quelque chose de concret et de convaincant pour pouvoir proposer, pour permettre, on va le dire comme ça, à ceux-là qui veulent vous faire confiance d'apporter ou disons de faire le choix sur votre candidature. Vous doutez de ce que l'opposition est? Non, mais pas forcément. C'est de tête bien faite. Wahab Ali Para, c'est de tête bien faite dans l'opposition. Sauf que je m'interroge sur la méthode. Je me demande, l'aîné Armand Videgla le disait tout à l'heure, quand on voit le temps qui reste véritablement pour le dépôt de dossier de candidature, c'est on va dire ce week-end que cet appel-là justement a été lancé. Je m'interroge de la position d'analyse que je suis, parce que je me demande où étions-nous depuis tout ce temps et que ce n'est que maintenant qu'on se réveille. On va dire peut-être un sommeil tardif. Stratégie politique, mais les autres gagnent du terrain pendant ce moment. On l'a dit la dernière fois sur ce plateau, le 4 prochain, le duo de candidature, notamment le tandem Wadagni et Talata, vont faire leur et pendant ce moment, on n'a encore rien à nous mettre sous la dent. Je l'ai dit, je peux peut-être revenir sur vos propos. C'est une stratégie politique, mais à cette étape, je m'interroge véritablement parce que est-ce qu'on pourra ensemble parler le même langage pour désigner, pour sortir, je vais le dire comme ça, les différentes listes. Là, c'est vrai que, bon, de quelques proches que nous avons pu en tout cas appeler, ça travaille véritablement. Bon. L'autre chose aussi, c'est de savoir si, on le souhaite en tout cas vivement, qu'ils puissent proposer quelque chose de beau. Maintenant, revenons sur l'offre politique que vous évoquiez. C'est là, je me désole un tout petit peu. De quoi? Parce que j'ai comme impression qu'on a passé pratiquement 5 ans à ce que j'appelle souvent passer son temps à se plaindre sans peut-être, je peux me tromper, mais c'est ce que le constat laisse en tout cas à croire. On a passé son temps à tout le temps se plaindre sans forcément anticiper sur un certain nombre de choses. Parce que là, on est devant le fait accompli, on est coincé par le temps, on a quelques jours, vous voyez la date du dépôt, la CNAD a donné l'ultimatum. Et bon, j'ai comme l'impression que c'est un peu comme le branle-bas. Et ce branle-bas-là, qu'à cela ne tienne, mais vivement, qu'il puisse nous sortir de bons jokers pour que véritablement on puisse avoir de la matière. Alors, Armand Videgla, de votre regard d'analyse, qu'est-ce qui pourrait justifier cet état de choses? Que les choses ne puissent pas évoluer avec la vitesse qu'on aurait souhaité au niveau de l'opposition, par exemple? Non, mais ça n'a pas de nom, c'est de l'impréparation. Ah bon? Oui, ça n'a pas de nom, c'est de l'impréparation. Et cela montre réellement qui nous sommes. Et cela montre réellement comment est-ce qu'on veut être gouverné. On a déjà vu la manière dont le président du parti a gouverné le pays. Et vous constatez que ce qui se passe augure bien du mode de gouvernance que nous allons avoir. Et normalement, nous devons quand même être très serein et voir véritablement ce qui va se passer. Et comme je le dis toujours, mais c'est à quelle sauce on veut être mangé, pour être un peu vulgaire, par, j'ai dit, ces hommes politiques et qui prétendent nous offrir du nouveau, que nous ne voyons jamais, mais qui sont en réalité, comme le dit le confrère, dans une stratégie. Mais de stratégie en stratégie, en réalité, est-ce qu'il y a véritablement de stratégie? Est-ce qu'il y a de stratégie? Et donc, vous vous interrogez aussi. Mais je m'interroge sur la démarche. Vous voyez, même l'opposition, je ne sais pas, on a troisième voie par ici. Vous voulez dire que l'opposition est en lambeau, comme l'a titré un de nos confrères. Un de nos confrères. Mais c'est sûr, il y a quatrième voie par là, troisième voie, on aura cinquième et huitième voie. Bon,
Voilà. Donc, voyez-vous les choses de la même manière, Aziz Adam Souleh, c'est-à-dire ce manque d'harmonie ou de cohésion au niveau de l'opposition, est-ce que cela pourrait justifier le fait que jusque-là, on soit au niveau où on se trouve? Justement, c'est ce qui fait que vous constatez, comme moi, ce balai-là de visite au cabinet de l'ancien chef de l'État, notamment le président de ce parti-là, les démocrates. On a pu voir pendant le week-end quelques forces politiques et quelques mouvements qui sont allés lui faire, on va dire, entre le salam alek. Donc, cela dénote de ce que ça ne va véritablement pas, et il faut, en tout cas, de la position de chef d'orchestre qu'il est, pouvoir tenter des conciliabules. On a pu voir, par exemple, à Vaillant et les siens, ce week-end-ci, on a pu voir la nouvelle force nationale. La nouvelle force nationale. On a pu voir également Daniel Eda, on a pu voir Galéo Soglo, on a pu voir en tout cas tous ces ténors-là qui se réclament de l'opposition et qui donnent de la voix. Bon, je m'interroge parce que je me dis, si c'est à quelques jours, on a pu voir aussi également, en parlant de Daniel Eda, qui est désormais, on va dire, membre du parti Les Démocrates. Parce qu'il aurait officiellement adhéré depuis jeudi dernier. Mais je me pose la question de savoir depuis ce temps où était-il. C'est vrai qu'il a aussi la prophétie, mais une prophétie qui tarde à s'accomplir, d'être président de la République. Oui. Bon. Il se nourrit d'espoir que dans les tout prochains jours, peut-être que c'est avec les démocrates que la prophétie va s'accomplir. De toute façon, ce sont des interrogations. Nous attendons de voir. D'accord. Voilà. Amam Bideglaïa, tout à l'heure, vous soulignez, je dirais, cette fissure qu'il y a au niveau des forces de l'opposition, mais le parti Les Démocrates, à proprement parler, n'a pas, grand problème, hein, s'il faut dire les choses ainsi, parce que s'il faut parler de parrain, il en dispose. Donc, pour désigner son candidat, il ne devrait pas avoir problème. Pourquoi cette fissure dont vous parlez au niveau des autres forces de l'opposition devrait influencer pour autant l'opposition, le parti Les Démocrates? Non, je ne sais pas si ça influence, hein, parce que si on a déjà une troisième voie qui constitue un bloc de ce côté-là, donc ça veut dire que eux aussi... Est-ce que la troisième voie est détentrice de parrain? Non, tout au moins les élections législatives et tout au moins les élections municipales. Oui. Mais on dit que ce qui se présente comme le plus pressé pour l'instant, c'est la présidentielle. Pourquoi jusque-là, au moins, on n'a pas encore levé le verrou à ce niveau? En tout cas, régler ce problème avant de parler plus tard des communales et des législatives. Non, vous savez qu'au niveau de l'équilibre du parrainage, c'est assez déséquilibré. D'accord. Et le parti Les Démocrates n'a pas joué de stratégie avec tout le bloc de l'opposition pour engranger de l'autre côté. Et notamment, ils ont laissé partir les FCBE, par exemple, qui détiennent 6 parrains, qui devaient quand même être, une petite réserve pour eux, parce qu'on ne sait jamais, parce que c'est trop limite en tant que 28. Bon, voilà, qu'à cela ne tienne. On a ça. Mais si on a ça, c'est que on peut rapidement y aller. Oui. Et donc, on se plaint tous les jours. Oui. Et on dit ceci, on dit cela. Mais est-ce que vous ne trouvez pas également de la justesse, ou pour ne pas dire de la pertinence dans les plaintes des membres de l'opposition qui sans doute auraient tiré leçon des reproches ou bien des erreurs du passé, des difficultés, dois-je dire, du passé? Non, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une pertinence dans leur... dans les revendications, dans les plaintes et tout, il y a quand même toujours quelque chose. Mais le problème, c'est le travail. Le travail qui se fait. Ce qu'on nous montre, ce qu'on nous miroite, ce que nous devons voir et dire, mais ces hommes qui sont là et femmes sont en train de faire quelque chose pour nous, autre que ce que nous avons vu. D'accord. Et c'est ça que nous n'avons pas. Oui. Et je ne sais pas pourquoi... Au sein du bloc de l'opposition, tout ça, tout ce qu'on a eu la dernière fois, comme l'a dit le confrère, bon, officiellement, parce que tous ceux-là sont passés au tribunal, je vais dire au tribunal, en griffe, sont passés devant le président du jury, qui est le président Yahi Boni. Ils sont déjà passés dans la maison plusieurs fois. Et bon, maintenant, on veut... Le défilé n'est pas encore fini. Non, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que on veut l'officialiser pour montrer en réalité qu'il y a quelque chose qui se fait. Mais ces gens-là sont déjà passés par là. D'accord. Alors, vous parlez des récriminations de l'opposition, les plaintes et complaintes, dois-je dire, de l'opposition. Oui. Mais il y a un détail non négligeable, c'est la question du quitus fiscal. Ils estiment, n'est-ce pas, que pour avoir vécu les réalités qui ont été celles du passé, en tout cas pour les différentes élections qu'ils ont traversées,
qu'ils ont traversé, ils sont suffisamment méfiants et qu'ils estiment que vraiment il faut obtenir le quitus fiscal avant qu'on ne vienne maintenant parler du candidat de l'opposition à proprement parler. Est-ce que ce n'est pas vraiment pertinent? C'est pertinent et ils en ont le droit. Personne ne peut leur dénier ce droit-là d'être méfiant. Sauf que dans cet élan-là, la Direction générale justement des impôts a pu montrer sa bonne foi également. Donc pour moi, il n'y a pas matière à, disons, utiliser ceci comme argument pour ne pas travailler véritablement. Parce que oui, il y a des craintes qui sont selon les positions légitimes, mais je pense, même avant d'en arriver là, qu'est-ce que nous avons comme offre? Qu'est-ce qui est proposé? Je voudrais qu'on revienne là-dessus. C'est ce qui... Parce que au-delà même de ces récriminations, c'est le peuple seul qui juge à la limite. C'est le peuple qui a le dernier mot. Et donc, pour moi, je l'aurais souhaité, au lieu de s'attarder à ces plaintes, qu'on puisse nous proposer quelque chose de beau, de potable. Est-ce que vous n'êtes pas trop curieux pour ne pas dire, est-ce que vous n'êtes pas trop pressé? Trop pressé. Non, pressé de ma position d'analyse, peut-être oui, parce que vous voyez, quand ils n'ont pas peut-être le même calendrier, au risque de me répéter, ils n'ont pas le même calendrier peut-être que la mouvance présidentielle. Mais le timing, quand on regarde le timing, c'est que, osons le dire, c'est que le parti de l'opposition est en retard. Parce que, vous voyez, on a déjà la date fixée par la Sénat. C'est du 10 au 14 octobre. J'ai comme l'impression que ça court dans tous les sens. Voilà. Est-ce que pendant qu'on a peut-être eu on est peut-être en droit de se plaindre. Mais à côté de cette plainte-là, qu'avons-nous fait au niveau des partis, les démocrates, pour gagner du terrain, pour convaincre l'électorat? Qu'est-ce qui est prioritaire selon vous? L'offre politique et les questions, les détails qui ne sont pas non négligeables pour le parti de l'opposition, les démocrates par exemple, quand ils crient en ce qui concerne le quitus fiscal, parce qu'il y a eu des difficultés qu'ils auraient connues pour les élections précédentes. Qu'est-ce qui urge selon vous? Régler ces détails sur lesquels ils font une fixation ou bien proposer l'offre qu'il faut pour la nation? Normalement, c'est proposer l'offre. Normalement, c'est proposer l'offre. Mais je voudrais revenir sur cette affaire de quitus fiscal parce que j'ai constaté que dans les critères de l'appel d'offres, de l'appel à candidature, j'ai constaté qu'il y a le quitus fiscal. Je ne sais pas si j'ai bien vu. Vous voyez, ça montre véritablement que, bon, quelles que soient les récriminations, le parti aussi a le souci qu'on aille aux élections avec ça. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas que le profil. Dans ce profil-là, il faut ajouter le quitus fiscal. C'est-à-dire qu'au-delà de tout, quand vous proposez, vous présentez quelqu'un qui a toutes les compétences qu'il faut, qui a le profil, mais qui a des difficultés à honorer, je dirais, ses engagements vis-à-vis du trésor ou des impôts, pour ne pas dire du fisc, ça pose un véritable problème. Ce serait un blocage. Et c'est en cela que j'ai constaté qu'il y a cette petite offre-là d'appel à candidature, que il y a que les critères sont véritablement corsés. Et c'est quand même une très bonne chose. C'est-à-dire que nous avons tous le souci de faire une sélection. Ça veut dire que même si vous avez des ambitions, si vous n'en aurez pas, par exemple, vous n'êtes pas en règle vis-à-vis du fisc, vous ne viendrez pas vous plaindre plus tard si votre dossier est rejeté au niveau du parti. Voilà, si déjà au niveau du parti, il y a ça, c'est quand même une très belle... C'est un tamis. Et c'est pas seulement ça, c'est tout ce que j'ai vu là, et même la caution. Même la caution. Et donc, si vous payez la caution, tout ça, et que vous perdez 5 millions et tout ça, non seulement ça, mais il y a une conséquence à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous montrez votre capacité de payer 25 millions pour la caution vous-même. Et donc, une caution d'abord au niveau du parti. Mais le jour où vous devez président de la République, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que j'ai financé ma propre campagne, j'ai financé les pièces nécessaires pour mon dossier. Ma propre caution. Est-ce que normalement, ce n'est pas le parti qui devrait quand même s'engager, même si le parti ne paye pas? Vous estimez qu'en cas d'élection, la personne ne se sentira pas redevable vis-à-vis de son parti? Je vous assure, c'est quelque chose qui peut arriver à ce niveau-là. Même s'il y a une déclaration sur l'honneur et tout ça, ça n'est inscrit nulle part que quelqu'un qui, par le biais de votre parti, et donc
vous constatez que cette personne-là, il semble que c'est quelqu'un. D'accord, on va se donner une occasion de revenir, je dirais, spécifiquement sur ces détails-là, parce que c'est sorti dans la presse et sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, il y a pas longtemps. Mais c'est un détail non négligeable qui fait, je dirais, objet de critères ou de tamis au niveau du parti. Ça fait partie d'une petite... C'est une petite offre quand même. D'accord. Politique. Oui. Que nous n'avons pas eu de l'autre côté officiellement. Mais que nous avons de ce côté-ci, ce qui est quand même... Allez, on évolue dans le débat avec l'atterrissage jeudi dernier de Daniel Eda. Daniel Eda, qui on se souvient, fin mai dernier, avait déjà annoncé sa candidature. Mais aujourd'hui, il vient au parti Les Démocrates. Doit-on le considérer comme quelqu'un qui vient en quelque sorte pour sauver les meubles au niveau du parti Les Démocrates, qui jusque-là peine à nous dire qui est son candidat pour la présidentielle de 2026? Le dire comme ça, ce serait peut-être en griffe une insulte à ces ténors-là qui, pour eux aussi, ont des têtes bien faites, bien constituées au sein de ce parti politique-là. Alors moi, je ne vois pas le candidat à la candidature Daniel Eda être un peu comme ce joker-là qui vient sauver les meubles au sein du parti politique Les Démocrates. Non, je vois plutôt un candidat à la candidature qui avait besoin véritablement, comme le dirait l'autre, d'entrer dans les rangs et appartenir, disons, à un cercle afin de pouvoir se conformer et, disons, entrer dans la bataille. Avoir le soutien qu'il faut. Sauf que ça a un peu tardé. C'est un peu tardé dans la mesure où, vous voyez, on est d'abord membre d'un cadre de concertation. Il est utile de revenir sur ce débat-là. J'ai eu l'occasion, par exemple, ce week-end, de recevoir un des membres, justement, de ce cadre de concertation-là, notamment la Nouvelle Force Nationale, qui a un certain nombre de reproches à faire, justement, à ce dernier, par rapport, disons, à cette candidature solitaire qui a été déclarée, alors qu'ils étaient au départ, en tout cas, appelés à faire fusion ensemble. Et donc, je pense que le problème est parti de là d'abord. Du fait que la déclaration de candidature personnellement n'a pas fait objet de concertation. Ça n'a pas fait objet de concertation. Il y aurait eu des actions isolées par la suite, comme le dénonçait, je crois bien, le président du MPL, Expérience Tébé. Donc, je pense que c'est autant de choses, à mon humble avis, qu'il fallait pouvoir, en tout cas, régler avant d'aller voir les démocrates. Moi, je me pose la question véritablement, pour quelle fin? Peut-être qu'on travaille progressivement à régler progressivement, mais il faut chercher d'abord à accorder les violons, parce que le cas de concertation ne peut pas être en lambeau pendant ce moment pour aller chercher le soutien de choses du parti Les Démocrates. Bon, je me pose véritablement la question de savoir si là, voyez-vous, je dirais, Daniel Eda qui a adhéré au parti Les Démocrates jeudi dernier déjà, n'est-ce pas? Vous le voyez comme le candidat naturel ou quelqu'un qui vient pour sauver les meubles au niveau du parti Les Démocrates? Parce que jusque-là... Ou le candidat spirituel. Pourquoi pas? Oui, parce que mais la prophétie Stada s'accomplit, parce que si un prophète lui a dit qu'il sera un jour président du Bénin, nous sommes en 2025 là. Oui, mais Yaïboli a eu la même prophétie que lui, que ce soit ici au Bénin, que ce soit à l'international. Yaïboli a eu la même prophétie que lui. Et ils sont de la même obédience religieuse. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Oui. Donc, c'est quand même... Aujourd'hui, ils sont officiellement ensemble. Et vous constatez que... au début, il y a eu quelques informations qui nous disent oui, le parti est ouvert aux candidatures externes et tout ça. Et puis après, vous voyez que Monsieur Eda, qui a déjà fait les couloirs chez Yahi plusieurs fois, devient officiellement membre du parti politique. Et puis quelques jours après, on sort les critères. Et puis au niveau des critères, on a qu'il faut même détenir sa carte de membre, sa carte de membre, et puis il faut être sa carte d'adhérent, et puis il faut être membre véritablement du parti. Et je me demande, mais bon, est-ce qu'on n'a pas déjà une petite idée sur ce qui devrait quand même se passer? Moi, je m'interroge. Et je me dis, spirituellement, si les deux ont eu un point commun... que ce point commun pourrait se poursuivre jusqu'aux élections de 2026. Oui, mais si c'est cela aussi, c'est que Daniel Eda, pour les informations que j'ai, et celui à qui je pense aussi, si c'est ça au sein du parti, il a véritablement un concurrent.
il a un concurrent au sein du parti. Oui, vous pensez à qui, par exemple? Allez-y, vous avez le loisir. Non, mais la dernière fois, il y a un parti, il y a un journal proche de l'opposition qui nous a dit que Eric Adja, par exemple, sera candidat. Et lui-même, sur sa page Facebook, il a fait quelque chose chez lui à Sekoué, et il a dit qu'il voulait bien. Et donc, il est en route. D'accord. Genre, comment dire vulgairement, il n'a pas trouvé refusé. Daniel Eda a un concurrent sérieux qui s'appelle Eric Adja dans ce créneau-là, c'est véritablement. Et Eric Adja s'est rapproché véritablement de l'opposition pour se porter candidat. D'accord. Alors, on va toujours évoluer pour parler de ce petit détail-là qui constitue un os à la gorge du parti de l'opposition, les démocrates, la question de l'auto-parrainage. On se dit que ce petit détail et les hésitations, pour ne pas dire la méfiance de l'opposition, du parti les démocrates, amènent les 28 députés à dire qu'eux, ils sont forclos, doit dire à la présidentielle de 2026. Parce qu'on se dit, si on s'auto-parraine, n'est-ce pas, ça fait un parrainage de moins avec les hésitations, puisque la loi est restée quelque peu silencieuse sur ce détail. Et c'est ce que je mets aussi dans cette stratégie politique-là du parti d'opposition. Ils sont prudents parce qu'ils ont appris de ce à quoi ils auraient en tout cas été victimes pour les précédentes élections. Là également aussi, là on ne peut peut-être forcément pas, disons, les condamner par mesure de prudence. Ils ne veulent peut-être pas mordre à la part. Vous les voyez comme des chats échaudés? Oui, des chats échaudés, mais qui, craignent l'eau froide. Oui, qui craignent l'eau froide, mais bon, qui attendent en tout cas l'évolution aussi quelque peu de l'acte. Parce qu'on le sait, c'est dans les tout prochains jours aussi, il y aura forcément une recomposition de la classe politique et ça va bouger. Quand on en arrive là, ça veut dire que la méfiance de l'opposition, cette stratégie et ce silence, n'est-ce pas, elle est quelque peu légitime, non? Elle est peut-être légitime si cette opposition nous proposait, au risque de me répéter, nous avait proposé par le passé vous êtes vraiment curieux. Du lait sur les lèvres qui pourrait aujourd'hui nous donner des arguments pour défendre cette opposition-là. Bon, dites-moi, combien de fois, au-delà de ces plaintes-là et récriminations à l'Assemblée nationale, combien de fois avons-vous vu justement les 28 députés nous sortis, on va dire, prendre une décision forte. Quand il dit une décision forte, combien de fois il y a eu des faits brûlants de l'actualité, on peut le leur reconnaître ces derniers mois, mais combien de fois on a pu voir de l'opposition devant de la scène pour s'occuper véritablement, sinon pour, disons, défendre réellement les questions qui relèvent, on va le dire comme ça, du peuple. Alors, sur quelle actualité vous ne l'avez pas senti, par exemple? Des détenus politiques qu'on a, on va dire, promis libérés, parce qu'en fait, c'est là aussi la déception du peuple, il faut pouvoir le dire. Je pense que pour les citoyens que je suis et pour la petite enquête que j'avais menée en son temps, 28 députés à l'Assemblée nationale, est-ce que je vais même dire le projet de société, sinon le narratif utilisé en son temps, c'était qu'on allait pouvoir sortir les détenus politiques. C'est qu'on allait pouvoir travailler pour bouger les lignes, mais finalement les détenus politiques sont toujours là. L'opposition, pour ne pas dire le parti, les démocrates avaient promis, n'est-ce pas, avant d'aller se retrouver à l'Assemblée nationale, et qu'aujourd'hui, on se demande où en sont-ils exactement. C'est ça. Parce qu'il faut pouvoir faire le bilan. Qu'est-ce qu'ils ont pu gagner, qu'est-ce qu'ils ont pu apporter au peuple auquel ils avaient fait des promesses en cas d'élection en 2023. Ama Videgla, votre mot de conclusion sur notre thématique de ce soir, et on se donnera rendez-vous une prochaine fois. Non, on veut mieux. Moi, je veux mieux. D'accord. Je ne veux pas cet enfumage-là de cette affaire de candidature, d'appel à candidature et des critères corsés à quelques jours. Il semble que c'est déjà prêt, et puis après, on a fait quelque chose pour montrer que, bon, voilà, nous sommes des démocrates. Et nous faisons la transparence. D'accord. Merci. Ama Videgla, merci beaucoup. Aziz Adam Souley, c'est moi. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 23h, vous avez la rediff. Et demain, autour de 10h30. On dit merci à Francis Kokou et Augustin Vidécon de l'autre côté de la réalisation. Allez, portez-vous bien.